Je suis un peu de retour. Et nous, bonsoir à tous. Mickaël de MyFood. On est ici dans le Grand Est. Donc, on est confinés comme tout le monde. Et pour autant, on continue de notre côté à avancer avec cette société MyFood qu'on a cofondée à 3 il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et on va vous montrer comment ça se passe, la production alimentaire décentralisée chez soi, parce qu'on souhaite, tout comme vous, pouvoir se nourrir sainement, avec des solutions simples et robustes et surtout, être capable dans des situations comme, aujourd'hui, de profiter d'une petite bulle d'oxygène qui permet de se nourrir soi, sa famille et ses proches. Donc, on va se rapprocher tout doucement de la serre. Alors pour vous parler un peu de la saison, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en tout cas, nous, ça fait quasiment 5 semaines qu'il n'y a pas eu de pluie, donc un temps exceptionnel, peu de nuages et peu de pluie. Pour autant, quelques gelées encore le matin. Donc, pour ce qui est du potager extérieur, pour l'instant, on va attendre le mois de mai avant de sortir les cultures. Et c'est pour ça que la serre, déjà en tant que telle, est un outil intéressant pour avancer la saison de culture, la prolonger. C'est-à-dire qu'avec une serre de ce type, sur 22 mètres carrés, vous êtes en mesure de pouvoir démarrer la culture à partir de fin mars et la prolonger quasiment jusqu'à début novembre. Donc l'effet de serre, naturellement, il fonctionne grâce à la lumière, qu'on voit bien taper sur des carreaux extrêmement transparents. Une serre à parois obliques, alors très intéressante puisqu'elle a une meilleure emprise au vent, elle est solidement ancrée dans une dalle en béton. Et on est en mesure de pouvoir, avec cette serre de 22 mètres carrés, équiper à l'intérieur plusieurs types de technologies qu'on va voir tout à l'heure. Alors déjà, pour parler de la serre en tant que telle, vous voyez qu'elle est régulée sur le dessus grâce à des lucarnes automatiques. Donc un petit piston vient se détendre et remonter ses lucarnes. La serre en tant que telle donc est composée de carreaux de verre très transparents en verre sécurite. Donc très dur, hein, c'est un peu comme le verre, les pare-brises de voiture. Sur le dessus, vous avez du verre martelé qui vient diffracter la lumière pour qu'elle soit un peu moins agressive pour le végétal quand il est au zénith. Et donc l'effet de serre est là pour remonter de quelques degrés la température dans la serre, naturellement en journée, mais aussi la nuit. Donc ça coupe le vent et ça permet au végétal de pouvoir pousser directement en tout début de saison. Donc là, actuellement, en extérieur, il y a pas grand-chose de sorti. Il fait beaucoup trop froid. Et pour autant, la serre va être votre point d'ancrage à votre production, qui après, naturellement, en pleine saison, ira aussi s'inviter dans le jardin. Alors cette serre est équipée à l'avant de portes doubles. Alors bon, il fait un temps assez exceptionnel, il fait quasiment 25 degrés, hein, donc on est, on est fin avril et il fait 25 degrés, donc ici dans le Grand Est, hein, près de Metz. Une double porte à l'avant, donc il fait la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur de la serre. On a aussi une double porte arrière, donc là en ce moment ça ventile, ça profite de la lumière, des belles températures pour pouvoir laisser le végétal pousser. Alors cette serre est équipée d'une toile d'ombrage qui est en 2 parties. Donc là, bon, vu qu'il ne fait pas extrêmement chaud, j'en ai sorti que la moitié. Et ça permet en hiver, d'un côté, de garder quelques calories à l'intérieur et en été, d'éviter qu'il ne fasse trop chaud dans la serre. Donc c'est une toile d'ombrage réfléchissante qui permet de faire ça, qui vient refléter les rayons du soleil et détourner une partie de la chaleur vers l'extérieur. Alors cette serre est équipée aussi d'un plancher ici en bois qui permet de s'y déplacer en habit de ville. Donc nous, dans notre vision, on a développé des solutions qui soient simples, qui demandent peu de connaissances et qui soient très ergonomiques. Donc ici, on vient cultiver dans un espace de culture qui est agréable déjà en soi, mais qui permet aussi d'être envisagé sans outils particuliers, sans forcément devoir s'équiper de grandes bottes, etc. pour aller faire son jardin. Alors, on va rentrer dans cette serre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur la serre en tant que telle. Faire déjà une petite pause sur la serre. N'hésitez pas à enlever votre micro qui est désactivé, donc en cliquant sur le petit micro que vous avez devant vous. Alors, pour vous parler un peu plus de notre vision, nous, il y a quasiment une dizaine d'années, à l'issue de la dernière crise financière en 2008, on s'est
poser de questions sur justement l'avenir du salariat, l'avenir d'une humanité aussi qui allait être amenée à se transformer. Et une des choses qui nous inspirait à cette époque, c'était un esprit de partage et d'échange qui est largement inspiré du monde de ce qui se passe dans le libre, dans l'open source, comme on dit, dans le monde de l'informatique. Et on a à ce moment-là essayé de regrouper les meilleures solutions pour cultiver sur des espaces restreints. Et notre ambition, c'était de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à fédérer un maximum d'acteurs du changement autour de notre vision, autour de nos outils, autour de nos produits, pour les amener à faire émerger quelque chose d'unique, une solution qui était capable de convenir à des personnes sans expérience, avec peu de temps, et les amener le plus rapidement possible à des hauts niveaux de production. Alors, il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Est-ce qu'on peut me les lire? Tout à fait. Alors, donc la première question, faut-il un permis de construction ou autre? Alors, c'est pas un permis de construire, c'est une déclaration de travaux. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Donc, vous devez déclarer en mairie le fait que vous allez avoir un équipement de jardin, et vous êtes amené, je crois qu'il y a tout un dossier, je crois que Baptiste pourra un peu en parler, qu'on a déjà préparé pour vous, avec l'implantation de la serre, ce sont 2 mètres carrés, et c'est validé au bout de 3 semaines si vous n'avez pas de refus. Donc, c'est plus léger qu'un permis de construire, c'est une simple déclaration de travaux. Tout à fait. Et on vous fournit également les éléments pour pouvoir compléter ces documents, justement, Oui. pour la mairie. Je me permets juste, nous avons Stéphane qui nous a rejoint. Donc, Stéphane, vous pouvez nous couper à tout moment pour poser toutes vos questions ou écrire sur le chat en cliquant sur afficher la conversation. Et pour pouvoir mettre Michael en grand écran, vous cliquez sur les trois petits points sur son écran et sur épingler. Nous avons une deuxième question, Michael. Donc, Oui. pourquoi avez-vous installé la serre sur une dalle béton? N'est-il pas possible de la poser au sol directement et mettre du gravier et toile géotextile? Alors, les 2 sont possibles. Les 2 sont possibles. Alors, en fonction des options qui vont s'équiper dans la serre, et surtout par rapport à la durabilité qu'on veut donner à l'ensemble, une des choses qui fonctionne toujours, c'est la dalle béton. Donc, le contour béton, l'intérieur gravier, c'est ce qui est fait ici avec bâche géotextile. Avec ou sans plancher, ça va convenir. Après, envoyer la serre directement sur du sol nu, ça peut être un peu plus délicat, surtout si votre sol est un peu meuble, et ça, c'est difficile à déterminer quand vous installez la serre. Et vu que vous êtes quand même sur un projet dans le durable, un projet qui va vous engager sur plusieurs dizaines d'années, c'est vrai que ça peut valoir le coup de s'ancrer solidement dans le sol. Et là, on sait qu'il n'y a pas de discussion, vous êtes là pour un petit moment, voire un moment assez long. Mais toutes nos recommandations sont reprises en ligne sur les différentes cas de figure de préparation de terrain ou d'aménagement préalable à l'installation. Je vais vous partager déjà ce lien dans les commentaires. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui. Pour moi, oui. Pour nous, oui. OK. Oui. Alors, je continue. Pour reprendre la visite, on va démarrer avec le semis. Alors, comment ça se passe du semis à l'assiette? Donc, c'est une expérience qui vous permet de rentrer dans l'autoproduction, mais c'est une expérience qui est vraiment accompagnée. Il faut voir MyFood non pas uniquement comme une serre connectée, mais comme tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre de progresser, y compris déjà des solutions clés en main de germination. Ah, c'est ça. Donc, on vous fournit semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, un plan de culture intégré qui va vous guider pour savoir quoi mettre et où dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous pouvez naturellement faire un peu comme vous voulez, ça marche aussi. Mais si vous n'avez vraiment aucune expérience et que vous vous laissez guider, on va vous amener directement différents supports de culture. Donc là, on est sur la laine de roche qui a laissé germer déjà quelques petites salades. Et là, on est sur un substrat composite un peu plus durable qui laisse en quelques jours croître le réseau racinaire dans une pâte très, très spongieuse, dans un composé très spongieux. Alors là, on est sur déjà des fruits et légumes de saison, on est sur de la tomate, sur du chou paumé, on a des capucines, des œillets,
qui arrive. Ah oui. Donc là, on va laisser sous cloche ces végétaux croître pendant quelques jours. Ils ont différents taux de germination. Donc là, voilà, les taux de germination concernant ce qu'on a mis en culture, c'est plutôt élevé, hein, c'est plutôt proche de 1, on va dire. Alors, une fois que ça a poussé, une fois que ça a pris quelques centimètres, il y a plusieurs outils de production de destination. Donc, vous avez tout d'abord cette tour de culture verticale, donc la tour Aerospring que vous avez peut-être vu sur notre site, qui dispose de 36 pots de culture en simultané. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Vous avez ici une trappe avec de l'eau qui contient une matière organique, une matière bioponique, avec du purin d'ortie et tous les nutriments nécessaires à la croissance du végétal. Et une petite pompe, simplement, vient remonter l'eau au sommet de ces tours et ça vient ruisseler dans les racines qui viennent se nourrir de cette matière organique en circuit fermé. Donc, c'est cette tour qui convient bien aux espaces vraiment extrêmement restreints, les petits balcons, les petites terrasses, aussi en intérieur avec un kit LED. Et là, vous êtes déjà sur 36 pots de culture où vous avez des choses déjà intéressantes. Vous avez du chou-rave, de la salade, vous avez des différents types d'aromatiques, du fenouil, un peu les courges qui arrivent, un peu de ciboule. Et ça vous permet déjà dans un premier temps de pouvoir très simplement prendre votre semis et le planter à même cette tour où l'eau va circuler, les petites tomates qui arrivent là, et l'eau va simplement circuler et vous permettre déjà d'avoir un espace de culture qui est déjà chouette à exploiter. Je me permets d'ajouter que effectivement sur la tour Aerospring et sur les tours verticales qui sont juste derrière, vous pouvez faire tout ce qui est légumes fruits. Donc ça va être effectivement les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments, en plus des salades aromates qui fonctionnent aussi très bien. Voilà. Donc là, on est en début de saison, donc on va dire on sort vraiment des légumes d'hiver, hein, donc tout ce qui est blettes, tout ce qui est épinards, on va oublier, on va laisser place à du poivron, de l'aubergine un peu plus tard, des tomates, des melons et des pastèques, il n'y a pas de problème. On va juste habiller cette tour de manière différente, où sur la partie, la base, on aura les végétaux les plus conséquents et on montera comme ça vers d'autres types de végétaux. On va ensuite enchaîner avec quelque chose d'un peu plus classique, les fameuses buttes de permaculture. Donc vous allez là, sur un peu plus d'1 mètre carré, une butte de culture surélevée. Alors pour ceux qui connaissent ce type de technique, c'est vrai que c'est vraiment efficace, y compris dans une serre et aussi à l'extérieur. Vous avez en plus dans nos buttes une réserve d'eau de plusieurs dizaines de litres d'eau. Vous avez ici une réserve que vous pouvez remplir tous les 2-3 semaines en saison, et surtout sur le dessus un paillage, donc un paillage de bois fragmenté qui va garder les racines vraiment au frais. Donc vous pouvez avoir la photosynthèse qui s'effectue depuis l'extérieur, la température qui est excellente, et le paillage va garder une terre toujours assez humide et surtout ne va pas tuer les quelques premiers centimètres où se trouvent beaucoup de champignons et de bactéries, et du coup laisser les racines se développer au frais dans le substrat. Alors le substrat, c'est du lombricompost, donc du compost de lombric qui est extrêmement riche en matière organique, et du terreau organique simplement avec du biochar, ce qui s'appelle du biochar, de la pyrolyse de biomasse, une petite poudre très noire qui vient enrober la racine du végétal. Et là, vous êtes sur une composition où voilà, vous avez quelques belles grosses salades qu'on va peut-être commencer à distribuer autour de nous parce que ça commence à faire beaucoup, hein, on va peut-être donner ça aux grands-parents, et des associations entre différents légumes. Alors, dans la serre MyFood, vous pouvez en faire rentrer jusqu'à 6 bacs de culture. Donc là, on a déjà les haricots qui arrivent. Donc là, vous êtes sur du haricot, des tomates qui arrivent, vous avez du pourpier qui arrive en dessous. Donc vous avez des associations de végétaux qui sont intéressantes. Donc ça va un peu croître, hein, les haricots, etc. Ça va laisser la place aux tomates qui vont se mettre un peu au-dessus. Et en dessous, vous avez encore du végétal qui a besoin un peu moins de lumière, comme du pourpier, pour vraiment densifier l'espace de culture. Donc là, vous êtes déjà sur un outil qui est vraiment intéressant à exploiter, où on va privilégier en pleine saison les végétaux les plus conséquents. Donc tout ce qui est vertical, tour vertical de culture qu'on verra tout à l'heure, c'est plus des végétaux à racines courtes, et les végétaux les plus conséquents en saison, on va les privilégier sur ces tours-là. Sur ces bacs-là, pardon. Alors, Quelques Michael, je aromatiques. me permets Oui. juste de te couper. Donc, Oui. premièrement, nous avons Christelle qui nous a rejoint. Bonsoir Christelle.
Alors, vous pouvez nous couper à tout moment si vous avez des questions, soit oralement, soit sur le chat en cliquant « Afficher la conversation ». Et deuxièmement, vous pouvez afficher Michael en grand sur votre écran en cliquant sur les 3 petits points et épingler. Et ensuite, nous avons des questions. Alors, sur la tour Alors, Aérospring, allons-y. peut-on la mettre dehors, la tour Aérospring, ou est-ce que c'est juste dans la serre? Alors oui, on peut la mettre dehors en saison, c'est-à-dire qu'on peut commencer à la mettre à l'extérieur en exposition à partir du mois de mars. Bon, ça dépend aussi de votre situation géographique. Et vous pouvez la garder comme ça tant qu'il y a assez de soleil. Ça dépend aussi de la région, mais oui, jusqu'à septembre, octobre, sans souci. Deuxième question, sur la tour, y a-t-il une organisation préconisée de haut en bas, par exemple? Oui, il y a des organisations, il y a des plans de culture, comme je disais, qui sont préconisés. Donc les végétaux les plus conséquents, les plus gros, on va les mettre en dessous. Et de plus en plus haut, où on va monter sur la tour, on sera sur des végétaux de plus en plus légers pour accompagner une conduite de culture qui est plus harmonieuse. Je crois même que désormais sur le wiki, on vous renverra les liens, on explique les 3 zones et quoi mettre sur les différentes zones. Notre application aussi qui accompagne la conduite de culture vous donne les recommandations étage par étage pour savoir quel végétal va se convenir le plus en fonction de sa disposition. Ça, après, avec l'expérience, on a aussi l'œil. Et la dernière question, toujours concernant Ouais. l'aérospring, quel est le substrat pour les racines dans les tours? Alors le substrat, il n'y a pas forcément de substrat directement en contact avec les racines, si ce n'est par exemple, dans le cas échéant, la laine de roche, dans lequel la racine, enfin le végétal vient se lever. Donc vous voyez là, il n'y a pas de contact direct avec la racine. Par contre, à l'intérieur, il y a un substrat très oxygéné qu'on retrouve aussi dans les tours ziggouraux, qui permet aussi aux racines de venir à un moment ou à un autre s'accrocher là-dedans. Certainement le cas de la menthe ici, qui a une racine un peu plus agressive. Et là aussi, il y a un enjeu qui se forme entre un substrat qui est extrêmement oxygéné, la racine qui a besoin de cet oxygène pour venir puiser la matière organique à travers un réseau assez complexe de champignons, de mycorhizes et de bactéries. Donc ça se joue, donc la culture directement à même le substrat dans lequel le végétal s'est levé. Et ensuite, vous avez à l'intérieur de cette tour un substrat extrêmement oxygéné, une matrice qu'on se trouvera dans les tours Zippo en aquaponie, dans lequel la racine vient aussi s'accrocher une fois que le végétal il a un peu plus grandi. Bien, merci. Oui, nous avons une question d'Aurélia. Idem Oui. pour les associations et les renouvellements des végétaux en bac. Avons-nous une aide et des préconisations? Oui, vous avez une aide, des plans de culture, vous avez des tutoriaux en ligne qui vous expliquent comment assembler déjà la butte en tant que telle, préparer la terre et déjà des associations qui marchent bien. Donc là, j'étais sur haricots, pourpiers, tomates, très classique. Il y en a 5 ou 6 autres qui existent en saison, voilà, qu'on pourrait aussi vous partager. Très bien. Donc si c'est bon pour tout le monde, est-ce qu'on n'a pas d'autres questions? Oui, moi c'est bon pour le moment. Oui, dites-moi. L'odeur dans la serre, parce que toutes ces macérations, j'aimerais bien savoir l'odeur. Parce qu'on ne peut pas l'avoir. À l'odeur, alors il y a le bruit et l'odeur. Alors le bruit, c'est le capotement de l'eau. Voilà, vous avez des petites pompes et des petits bulleurs qui peuvent aussi s'accompagner au bruissellement de l'eau. Sur l'odeur, vous m'en collez une bonne. Enfin, la macération, si vous commencez à la sentir, c'est que c'est pas bon signe. C'est que ça a un peu tourné. Et généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui a déconné quelque part. Alors peut-être que l'engrais bioponique a été conservé au chaud, donc ça travaille. Et une fois que vous le mettez dans le bac, ça sent un peu mauvais, ça peut arriver. Mais au global, si ça sent mauvais, c'est que vraiment ça sent mauvais. C'est vraiment un truc qui déconne. Mais globalement, oui. Le nez, généralement, quand ça sent un peu le poisson, l'algue ou le vicier, c'est qu'on n'est pas en odeur de sainteté dans la serre et qu'il y a pu se passer quelque chose. Voilà. Sinon, en temps normal, la serre est aérée. Il y a différentes senteurs qui proviennent principalement aussi des végétaux et leur évapotranspiration qui fournit une petite odeur agréable aussi dans la serre. Bon, ça dépend aussi de comment on s'en sert. Merci. Pour les bacs de germination, comment se fait la régulation au niveau de l'eau Alors justement, c'est l'intérêt des substrats qu'on a vus tout à l'heure, c'est qu'ils se rengorgent de l'eau qui est disponible
Il n'y a jamais trop d'eau, il n'y en a jamais pas assez. J'ai exactement ce qu'il faut pour le végétal. Donc, il ne sera jamais engorgé. Il n'y aura pas de champignons qui vont se développer sur la surface. On sera toujours avec une irrigation qui sera idéale pour la graine. Et c'est comme ça que ces substrats sont conçus, en fait. Pour jamais avoir de problème de trop d'eau ou de pas assez. Merci. Compris. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. C'est bon pour tout le monde. Alors, la partie la plus intéressante, la plus notable dans la serre qu'on propose, c'est naturellement cette partie verticale centrale qui peut surprendre déjà par son fonctionnement. Donc, vous avez ici entre 16 et 24 tours à la verticale qui poussent, qui surplombent des bassins avec des poissons. Alors, cette fameuse aquaponie, où le poisson devient le fertilisant du végétal. Alors, les fertilisants, de manière assez classique, ils proviennent de l'industrie pétrochimique. Et c'est tout un bazar le fait d'extraire ça de la matière première. Et ici, on utilise de la matière organique qui provient de la déjection du poisson. Donc, vous nourrissez vos poissons, qui peuvent être comestibles ou non. Alors, le principe de l'aquaponie fonctionne avec du vivant. Le principe de la bioponie qu'on a vu tout à l'heure, c'est uniquement avec de la matière organique. Ça marche aussi. Ça marche aussi dans cette proposition verticale qu'on a au centre de cette serre. Et l'avantage de l'aquaponie, il est multiple. C'est que vous avez un élevage de poissons. Alors, c'est agréable. Vous pouvez avoir du poisson non comestible, comme ici du poisson rouge, qui va grandir et puis vous offrir un capital biologique plus grand année après année, ou du poisson comestible que vous pouvez avoir de saison. Ça peut être de la carpe, ça peut être de la truite en hiver, du tilapia en été. En tout cas, ça vous permet d'obtenir à travers leur déjection le carburant, l'azote nécessaire à la croissance du végétal. Donc les poissons sont en dessous. Une pompe que vous avez ici en dessous fait circuler l'eau à travers un filtre radial et ça fait remonter l'eau. Voilà, un peu de soleil là. Ça vous fait remonter l'eau au sommet de ces tours et l'eau vient ruisseler tout simplement dans un substrat très oxygéné dont on a discuté un peu tout à l'heure dans la partie bioponie, où les racines viennent s'enchevêtrer et puiser la matière organique qui, une fois filtrée, redescendra au bassin avec les poissons, dans un circuit fermé. Donc ça utilise très peu d'eau, hein. Je crois que c'est vraiment un des critères des plus importants aujourd'hui, c'est la gestion de l'eau. On se rend bien compte, là, ça fait quand même 5-6 années que dans le jardin, il y a soit des restrictions d'eau, soit des canicules pas possibles à partir du mois de juin. Donc, vous passez sur une saison de culture où vous pouvez idéalement démarrer à partir de mai. Mais juin, juillet, c'est déjà la canicule. Donc, il y a des restrictions d'eau et c'est juste pas jouable. Alors que là, on est sur des techniques d'eau circulante, de circuits fermés en eau. Alors, il y a certes de l'évaporation de la consommation, mais ça reste jusqu'à 90% moins important que dans le maraîchage classique. Donc, c'est des techniques qui sont extrêmement peu gourmandes en eau, extrêmement efficaces en termes de rendement, en termes de gestion de culture, en termes d'ergonomie et surtout en termes de qualité nutritive. Voilà, dans notre cahier des charges, il y avait vraiment tout ça. Des fruits et légumes sains et ultra frais. Donc, vous profitez de la fraîcheur de fruits et légumes sains et ultra frais qui ont poussé à 2 pas de votre cuisine et qui peuvent se permettre d'utiliser des graines de qualité professionnelle qui sont extrêmement riches de par leur composition, de par leur choix, pour la santé et pour le goût. Donc là, vous êtes sur différents types de salades, hein, de la salmova, la batavia, différents types de salades ici. Vous avez déjà les tomates qui arrivent ici. Donc on est dans le Grand Est au mois de mai, hein. Enfin au mois de mai, je raconte, on est encore au mois d'avril. Donc vous avez déjà les petites tomates en fleurs. Les tomates arriveront bientôt. Vous avez ici encore un peu d'épinards qui arrivent, on va les finir. Vous avez des oignons derrière, des petits poivrons qui arrivent aussi ici tout doucement. Et sinon, là, oui, on est sur des fruits et légumes de saison qui arrivent ici au fur et à mesure et qu'on consomme, nous, au quotidien. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la masse végétale que ça produit ici en tout début de saison. La pleine saison, ça sera encore, on va dire, bien plus dense que ça,
avec du végétal, comme on l'a dit, hein, de l'aubergine, de la tomate, du poivron, du concombre. On sera sur tous les fruits et légumes du maraîchage classique. Donc là, en début de saison, on est sur des petits légumes feuilles, hein, tranquilles, qui poussent déjà avec une solide efficacité. Et on vient ici cultiver, enfin cueillir directement ce qu'on a besoin pour la maison. Donc là, on est 4 à être confinés. On est là midi et soir. Et pour autant, bon là, on est un peu déjà en excès de production. On va certainement chercher à en donner à la belle-mère et à la grand-mère. Mais en tout cas, ça vous donne un peu voilà, l'idée mi-saison, enfin même pas les démarrages de saison début avril, ce que ça peut donner en serre avec notre conduite de culture. Alors, avez-vous des questions sur cette partie-là? Alors, nous avons 2 questions sur le chat. Ouais. La première, donc, combien de bacs de germination sont fournis? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Quelqu'un peut m'aider parmi l'équipe MyFood? Alors là-dessus, en fait, concrètement, les bacs de germination, j'imagine que c'est les incubateurs. Et effectivement, c'est pas compris dans les packs de démarrage, mais c'est quelque chose qui peut être rajouté. C'est la cloche que vous avez, qu'on a vu au démarrage avec les laines de roche et les semis, qui se retrouvent dans le commerce, qu'on peut proposer. Voilà, c'est des choses, somme toute, assez classiques. Il y a déjà un kit de démarrage avec des plaques de laine de roche et des semences qui sont déjà livrées avec la serre au démarrage. Donc il y a déjà pas mal pour démarrer une saison. Il y a une boîte avec toute une variété de semences et 2 plaques de laine de roche. Après, un incubateur en lui-même, c'est-à-dire la cloche en plastique et la lampe, ça, il faut le commander à part. La deuxième question, quel est le volume minimum des bassins pour le plus petit modèle de serre, donc pour la City? Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va être dans les 200-300 litres. Et les 300, plaines après la plaine. 300 litres. Et donc là, on parle du modèle urbain, le modèle qui laisse un peu moins de place au côté expérientiel. Donc là, on parle beaucoup du côté production. Mais il faut bien se rendre compte qu'ici, on est sur un espace où on aime passer du temps en famille, du temps à échanger avec ses proches. Une culture qui est agréable, hein, donc on n'est pas en train de gratter le sol ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, on peut tenir à 3-4 personnes, 5 personnes assez facilement dans cette serre, comme un jardin d'automne, un jardin de printemps, un jardin d'extérieur, voilà, un petit espace qu'on peut équiper avec quelques canapés. Enfin, c'est plutôt chouette. Certains pionniers ont fait ça. La serre plus restreinte, la serre City, elle est intéressante aussi en termes de rendement. Par contre, on est sur 3,5 mètres carrés. Donc, bon, c'est aussi une expérience de culture intéressante. Mais c'est vraiment, si vous êtes sur un jardin qui fait 10 mètres carrés, on ne peut pas placer une serre plus grosse que ça, quoi. Faut se poser surtout la question de l'usage. Ouais, on est sur un contexte un petit peu particulier, puisqu'on est là sur une péniche. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre une de mètres carrés. Voilà. D'accord. Pourquoi pas. Génial. Alors ensuite, nous avons une dernière question. Est-ce que l'eau qui irrigue les plantes et revient dans le bassin peut suffire à nourrir les poissons? Non. Alors l'eau, les végétaux se nourrissent des déjections des poissons. Par contre, les poissons, il faut les nourrir, hein. Donc on a des granulés bio qui directement sont ajoutés par un distributeur automatique dans l'eau. Et à un moment ou un autre, les poissons doivent être nourris. C'est pas l'eau uniquement qui nourrit les poissons. Les poissons profitent d'une eau qui est filtrée. Donc pour faire un petit encart sur l'aspect gestion des poissons, les déjections deviennent un peu toxiques pour eux si elles ne sont pas filtrées. Et en fait, on crée un biofiltre. Et c'est ça le principe de l'aquaponie. On crée un biofiltre dont le coproduit du biofiltre est le végétal qu'on mange nous. Voilà. Et pour autant, le poisson, bon, il peut déjà avoir une eau qui est propre, c'est déjà pas mal pour lui. On a quand même besoin de l'alimenter. Merci. Moi, j'ai également une question. Que deviennent les racines des végétaux qu'on a récoltés? Par exemple, une salade, on mange les feuilles de salade, il reste des racines, pareil pour les haricots. Qu'est-ce que deviennent les restes? Est-ce qu'il faut les enlever? Est-ce qu'ils pourrissent? Comment ça se passe? Alors, tout dépend, hein. Donc, dans les espèces de salades qu'on vous propose, on vous propose des salades qui, avant de lever, vous allez pouvoir vous les prélever feuille après feuille. Donc, vous avez les feuilles les plus anciennes aux feuilles les plus récentes. Vous n'êtes pas obligé de retirer complètement tout le plant,
racines comprises du végétal, vous pouvez continuer à l'accueillir voilà, au fur et à mesure, ce qui va vous faire un peu moins de main-d'œuvre. Pour les haricots, tant que ça croît, hein, il n'y a pas forcément besoin de tout déterrer à chaque fois. Sauf que quand on bascule de saison, quand on passe d'une culture à une autre, là pour le coup, bon, on sort les substrats, on retire les racines, on les laisse composter quelque part, voilà, le substrat se réutilise, et là on change réellement le plan de culture. C'est-à-dire que quand le végétal va plus être forcément adapté à la saison, il va moins bien se comporter, il va être plus susceptible d'être attaqué par différents types de maladies. Et c'est pour ça qu'on doit adapter à un moment ou un autre, 2 fois dans la saison, au début à la fin, les espaces, et à ce moment-là, vous retirez les racines et vous passez à autre chose. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Je crois qu'il y a d'autres questions écrites. Oui, Mickaël. Alors, au niveau, donc, une question au niveau de tout ce qui est mécanique, filtre, etc. Quel est l'entretien à y apporter en termes de matériel et périodicité? Quand remplacer, nettoyer? Quel matériel? Merci. Alors, le matériel, il est compris. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit tuyau et puis une petite manivelle. Alors, je ne sais pas si là, avec une seule main, je vais réussir à vous faire toute la démonstration. En tout cas, on a des tutoriaux sur YouTube qui montrent ça de manière assez claire. On pourra vous les partager. Ici, vous avez le filtre radial. Et je ne sais pas si je cadre bien. Et ici, vous avez pas un interrupteur, un connecteur, enfin un connecteur un peu, je parle un peu des mots. Vous avez un gros bouton, enfin une grosse manivelle qui vous permet de filtrer, de purger l'intérieur des mousses du filtre et de dériver la sortie du filtre vers potentiellement un seau qui va contenir la matière organique non soluble et qui vous permettra de ce seau directement venir alimenter les buts de culture. Donc le seau qui vient s'encrasser des matières non solubles qui provient des déjections des poissons, vous le réutilisez via un seau, vous avez un petit tuyau, et une petite manip vous permet directement de venir irriguer les bacs de permaculture. Donc ça, c'est pour l'aspect entretien de cette partie du filtre. Donc on vous enverra les vidéos tutoriaux. Il n'y a pas de souci. Vous avez cette petite canule ici aussi qui est à nettoyer toutes les semaines et demie en fonction de la saison. Donc voilà, vous avez ici une petite, je ne sais pas si on la voit bien, un indicateur de débit qui se ralentit avec l'encrassement du filtre. Donc tant qu'il n'est pas arrêté, c'est que c'est bon. Et donc 2 niveaux d'entretien. Donc ce filtre radial ici, avec sa commande pour inverser le flux, et le tamis à ce niveau-là qui a besoin d'être nettoyé. Donc avec sa petite canule ici. Ça c'est pour l'entretien de la partie filtre. Il n'y a pas forcément grand-chose d'autre sur la partie filtre. C'est quelque chose qui vous prend entre 5 et 10 minutes toutes les semaine et demie. Mais globalement, pas besoin d'avoir des outils spécifiques. Hein, voilà, tout est inclus pour le coup dans le kit de démarrage. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, question, Mickaël? Oui. Que fait-on de l'eau viciée du filtre? Alors l'eau viciée du filtre, c'est ce que je disais, elle part dans les buts de permaculture parce qu'elle est riche en éléments organiques. Et même si elle aura tendance à boucher les petites bus d'irrigation au-dessus, pour autant, vous pouvez l'utiliser dans les buts de perma ou à l'extérieur. Parce qu'elle a de l'azote et tous les composants qui vont bien pour le végétal. Ok, merci Mickaël. Donc du coup, c'est bon pour la réponse concernant le système des filtres. Alors, autre question, il y en a 3 autres. Faut-il nettoyer le bassin régulièrement ou le filtrage suffit? Alors, régulièrement, non. Passer un petit coup une fois par an, parce que bon, il y a toujours un peu de saleté qui se met avec les mois, ça oui. C'est plus une maintenance annuelle globale de la serre qui a visé à passer un petit coup de chiffon à droite à gauche que de devoir nettoyer le bassin tous les 3 jours. Hein. Ça, voilà. Donc le filtre, il est là pour récupérer toute la matière organique qui irait boucher les tubes d'irrigation, mais pour autant le bassin, bon bah voilà, il peut voir avec la montée et la descente du niveau peut-être un peu de verre qui se met, donc bon à la saison, si on aime bien que ça soit propre, on passe un petit coup de chiffon et puis voilà. Ok, merci. Ensuite, alors pouvez-vous nous montrer comment entretenir les filtres? Donc on vous enverra les tutoriels où c'est très bien expliqué dedans. Une question de Christelle. Quel est le retour sur les serres dans le sud par rapport à l'exposition, la chaleur? Oui. Alors, dès qu'on descend en dessous de Lyon, le plein sud peut être parfois un peu délicat.
et ça c'est quelque chose qu'on étudie avec vous, hein, la disposition géographique, le type de serre, la distance à la maison, l'accès à l'électricité, à l'eau, et puis tous les paramètres d'exposition, donc soit être en altitude ou non. Et en fonction de ça, on va choisir. Parfois le plein sud, en dessous de Lyon, peut être un peu délicat à gérer. Donc il y a toujours beaucoup de lumière, hein, vous avez de la chance par rapport à l'Est. D'habitude, dans ces périodes-là, c'est déjà un peu plus gris. Vous avez beaucoup de lumière. Donc finalement, pour le végétal, bon, qui a quand même besoin d'une bonne partie de la lumière pour la photosynthèse, on peut se permettre une orientation qui va pas chercher à maximiser la température dans la serre parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Par contre, il y a quand même besoin d'avoir un environnement qui soit pas fermé mais protégé du vent, des animaux, etc. Voilà. Et pour autant, la serre fait du sens même dans le sud. Hein. Donc voilà, pour ces paramètres-là, du fait d'avoir une culture qui soit abondante et qui soit aussi potentiellement déjà protégée de tout ce qui tourne aux alentours. Hein. Donc naturellement, on ne va pas citer tous les nuisibles, de la limace au furet en passant par les chats, mais globalement, y compris dans le sud, il y a un vrai intérêt de pouvoir travailler dans une serre avec une orientation adaptée à la quantité de lumière et aux températures moyennes que vous avez sur la saison. Ok, j'ajouterais juste qu'on rajoute des toiles d'ombrage justement pour protéger de la lumière et qu'on peut, dans le sud, voilà, vous pouvez voir là, et que dans le sud de la France, on peut également appliquer du blanc de meudon pour encore plus protéger. Et des serres qui se... Oui, pardon. Ces toiles d'ombrage sont livrées avec la serre ou c'est un supplément? Ça fait partie du kit confort, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ça fait partie du module confort, donc les doubles portes avant-arrière et la toile d'ombrage. Ok. Et donc dans le sud, on a quand même déjà pas mal de serres déployées, surtout du côté de Marseille, si je ne me trompe pas, on est sur plusieurs toits à Marseille, du côté du Père Lachaise, non, qu'est-ce que je raconte, Herboristerie, Monsieur Coulard, c'est comment? Père Blaise. Père Blaise, pardon. Ouais. Cyril Coulard. Cyril Coulard, chez des particuliers aussi, enfin voilà, pas mal de serres dans le sud. On a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui retrace un peu ces résultats qui est assez phénoménal. On pourra vous la transmettre. D'autres questions? Nous avons ensuite une question concernant la résistance au vent. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, niveau résistance au vent. Bon, si vous avez connu des serres bas de gamme, forcément il y a une petite appréhension. Donc les serres bas de gamme à 200-300 €, vous pouvez trouver parfois en magasin de jardinage. C'est des vrais parachutes, donc des ancrages à même le sol. Forcément, dès que ça souffle un peu, vous retrouvez ça chez le voisin, voire carrément ailleurs, dans le village. Ici, vous êtes sur une structure qui pèse 800 kg, que la serre, et une fois qu'elle est chargée, vous montez, je crois, à 1500 kg, avec, si je ne me trompe pas, 8 points d'ancrage dans le sol, et potentiellement dans le béton. Donc là, assez récemment, il y a une... je crois que c'était dans le sud-ouest, il y a eu une tempête assez forte, hein. Il y en a aussi une dans l'est, je crois tout début de cette année. Et nous, année après année, bon, bah, voilà, on fait un peu le bilan des serres. Est-ce qu'il y en a une qui a bougé ou non? Bah, aucune serre n'a bougé de tout le parc. Donc là, on a plus de 200 serres maintenant. Et on peut affirmer que de par cette structure à parois obliques, sa conception et son ancrage, ces serres résistent excellemment bien au vent, même relativement extrême, qu'on peut connaître lors de tempêtes quand même assez prononcées, hein, dans l'Est du côté de Strasbourg. Je crois qu'on s'est tapé du 160 il n'y a pas très longtemps, et pour autant les serres n'ont pas bougé. Donc cette serre a une capacité à mieux pénétrer l'air par son profil, et aussi, alors c'est assez intéressant, on a pu le filmer à certaines reprises, avec les forts vents, elle va être amenée à se déformer, enfin vraiment, genre les profils vont être amenés à travailler avec le vent, plus que se déformer pour s'envoler. Voilà, on a une serre qui est capable d'absorber les fortes bourrasques par son profil, par sa conception et par son ancrage dans le sol. Et pour la grêle, je crois que c'était le reste de la question. Alors grêle, comme je disais, profilé vers Sécurite. Donc vous pouvez y aller. Ça se prend la grêle, ça se prend beaucoup de choses. Ça se prend des ballons d'enfants, etc. Enfin, il y a beaucoup de situations dans un jardin où on peut être amené à shooter dans la serre. Bon, forcément, si vous y allez avec un piquet ou avec une bêche ou avec une pioche, vous allez rentrer dedans. Bon, ça c'est sûr, ça reste du verre quand même. Mais pour autant, c'est du verre qui est, je sais plus, je crois 6 ou 7 fois plus dur que le verre classique. Hein. Voilà, ça peut y aller de manière assez dure. Donc vous êtes sur du verre, donc plus durable que le polycarbonate déjà, qui va se verdir et se décomposer avec les UV. Ici, vous allez avoir
un peu de verre qui va se mettre parce que c'est la poussière et parfois un peu les pollens, un petit coup de Karcher dessus et puis vous repartez avec un verre impeccable année après année. On a ensuite une dernière question. En cas de vitre brisée, le remplacement peut-il être pris en charge moyennant devis? Oui, ça je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas, oui. Alors de toute façon, il faut, indiquer la serre à son assurance. Voilà, pour qu'elle la prenne en compte. On ne paye pas plus cher l'assurance, c'est juste c'est pris en compte généralement dans les assurances dans l'aspect jardin. Mais il faut juste bien leur dire. Bonjour, je vais prendre la parole, ce sera peut-être plus pratique que d'écrire. Donc les questions un peu bizarres, j'en ai une en plus. Le point en charge du modèle City. Alors je suis je suis intéressé pour la péniche justement. Donc c'est un projet un peu particulier. Oui. Alors le point en charge, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois que ça fait partie de la fiche produit. Je suis sûr que mes collègues connaissent ça bien mieux que moi. On est à peu près sur 700 kg pour la City, sauf erreur de ma part. Chargé en eau et en culture, effectivement. Oui. Donc en charge, d'accord. Puis une dernière question sur l'aspect réglementaire d'une serre. Donc dans le cas d'une City, alors que ce soit sur sur une terrasse ou un balcon. Alors ça a coupé la question. Vous avez été coupé, Stéphane. Oui. Alors j'ai peut-être un souci de connexion. Je me demandais dans le cas de sur l'aspect réglementaire, dans le cas de la City, si elle est installée sur un balcon ou une terrasse, est-ce que c'est perçu comme une partie de bâtiment sur l'aspect réglementaire? Est-ce que c'est considéré comme une extension? C'est vraiment une classe à part? C'est considéré comme un mobilier. Comme du mobilier. D'accord. Oui, en fait, il n'y a pas de disposition réglementaire à prendre en dessous de 5 mètres carrés. Il n'y a rien à faire, donc 3,5. Il y a juste à installer. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Oui. Je peux faire un rapide point si vous le souhaitez concernant en fait tout ce qui est communauté et support en ligne, parce qu'on en parle souvent et j'aurais aimé le mettre en relief pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça correspond. Donc je vais juste partager mon écran si vous avez celui de Michael de switcher. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, ça va, on voit. C'est bon, on le voit, Baptiste. Voilà, super. Bon, écoutez, voilà déjà la première partie, on sera sur la partie wiki, donc il y a un site internet sur lequel justement on a toutes les rubriques, pour l'assistance et pour aussi continuer à vous proposer du contenu, que ce soit en fait sur justement, je peux en prendre, par exemple la procédure de cyclage pour vos débuts en fait, avec des vidéos qui permettent justement de lancer l'eau et de pouvoir commencer en aquaponie rapidement et de manière fiable, et souvent quelque chose qui est très demandé, notamment le calendrier de saison que l'on retrouve ici, donc qui évoluera sûrement, mais qui a déjà une liste assez exhaustive de tout ce que l'on peut faire à l'intérieur de la serre, donc que ce soit les fleurs comestibles, les laitues, les légumes feuilles, avec des moments pour débuter et des moments de récolte. Avec ça, et je survole très rapidement le sujet, vous avez énormément de contenu, donc n'hésitez pas à nous demander à Nathalie, Sophie, Joanne, Mathieu ou moi de vous demander ces contenus-là pour que vous puissiez aussi aller alimenter votre réflexion sur cette partie. Deuxième point que j'aurais aimé vous montrer, c'était effectivement plutôt la partie Teams sur laquelle nous sommes. Le réseau social dédié à la communauté des pionniers. Tout à fait. Sur laquelle, en fait, c'est là où on échange, notre espace d'échange privilégié. Alors, on voit pas la fenêtre, là. On voit pas la fenêtre? C'est peut-être que chez moi. Non, pas. Pour l'instant, on voit que on revoit Michael, Baptiste. Tu as peut-être partagé uniquement la fenêtre avec le wiki. Alors, attendez. Hop, voilà. Est-ce que vous le voyez bien là? Oui. Ok. Donc là, vous avez par exemple les résultats de culture. Donc, on est vraiment sur cette plateforme-là pour échanger ensemble
avec plusieurs credos qui vont être les résultats de culture pour partager aussi les réussites, les recettes, ce qu'on arrive à faire. Donc là, on est sur de la citronnelle. Des canaux plus généraux en fait pour parler justement de tous les sujets, que ce soit des améliorations qu'on souhaite proposer, des questions sur les variétés, est-ce qu'on peut les faire ou pas. Là, je vois justement le webinaire l'été, des webinaires constants qui sont faits quasiment en chaque début de saison, tous les 2-3 mois. Tu me coupes si je me trompe, Michael, et qui permettent de se mettre tous ensemble et de parler justement des prochains mois, comment cultiver et toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc il y a vraiment un contact qui est lié. C'est d'autant plus sympa de voir vos débuts et de vous voir évoluer année après année, mois après mois, et de continuer à faire évoluer notre serre et tous les sujets qui viennent. Alors pour rebondir là-dessus, c'est vrai que quand on parle de serre connectée, c'est tout d'abord une connexion avec l'humain, avec des personnes qui partagent nos valeurs, qui accompagnent ce cheminement vers les outils les plus pertinents possibles. Donc depuis le premier jour où on a commencé à se développer, on n'a pas arrêté d'évoluer, d'enrichir notre base de connaissances, donc ce fameux wiki, cette base de connaissances encyclopédique qui regroupe toutes nos recommandations et naturellement le produit en tant que tel, donc les retours de nos utilisateurs, des pionniers, nous ont permis à évoluer jusqu'à ce qu'on crée aujourd'hui, c'est-à-dire une solution ergonomique qui convient à tout le monde et qui réellement accompagne les personnes étape après étape, même sans aucune expérience, vers de hauts niveaux de production. Et c'est pour ça que MyFood n'est pas seulement qu'une serre connectée, c'est bien plus que ça. C'est une équipe à votre écoute qui va vous accompagner sur la réalisation de ce projet. C'est pas rien quand même. Pour la Serre Family, c'est 22 mètres carrés qui débarquent dans votre vie. C'est une expérience de vie, une expérience vis-à-vis de votre alimentation qui va évoluer, un rapport à l'alimentation qui va se bouleverser. Et vous aussi allez devenir un acteur qui, avec nous, porte ce message d'une alimentation durable et saine. Et ça, c'est vraiment important. Donc cette serre connectée, elle est là pour ne pas rester toute seule dans son coin et avec ses propres questions. C'est comme ici une des possibilités via les outils digitaux de pouvoir échanger quasiment en permanence avec nos agronomes, avec l'équipe et aussi avec d'autres pionniers qui, proches de vous, pas très loin, seront aussi là pour vous épauler dans les premières étapes d'accompagnement du projet, de la préparation du terrain jusqu'à la mise en récolte et même au-delà. Et la deuxième partie qui rend cette serre particulière, c'est aussi cette partie récolte de données. Alors il y a un petit bruit de fond là, je ne sais pas si quelqu'un pourrait me couper les micros. Je m'en occupe. Oui, merci. Donc vous avez cette partie ici, un boîtier qui dispose de quelques capteurs d'acidité et capteurs de température de l'eau. Ici vous avez les capteurs d'humidité et de température de l'air. Et ici une petite antenne qui simplement, alors qui n'est pas forcément, qui n'est même pas du tout relié à votre réseau Wi-Fi, c'est un protocole qui communique avec le fameux Internet des objets. On va garder un œil sur votre serre, c'est-à-dire qu'on va continuer à surveiller les paramètres de l'eau, y compris à distance. Donc là, vous vous rendez compte que la serre, elle demande très peu de maintenance. On a pu en discuter un peu tout à l'heure sur la partie filtre. Naturellement, il y a l'aspect conduite de culture, mise en germination, récolte et maintenance générale. Donc là, vous en avez pour 1h30, 2 heures par semaine, ce qui fait qu'on peut même envisager, et ça c'est vraiment précieux, bon, même si cette saison, ça sera un peu particulier de partir en vacances plusieurs semaines, voilà, 2020 principalement en France, et laisser vos végétaux croître de cette manière. Voilà, vous avez quelques dispositions à prendre en compte pour laisser le végétal se débrouiller par lui-même pendant plusieurs jours et vous gardez un œil via une application sur votre serre, et s'il y a besoin d'intervenir sur un paramètre ou un autre, vous êtes en mesure de pouvoir faire intervenir un voisin, un ami, un proche, et de garder votre serre dans un état impeccable, y compris quand vous n'êtes pas là ou pendant une semaine, vous êtes comme nous, souvent sur la route. Là, bon, on est tous un peu bloqués à la maison, donc c'est un peu particulier. Mais en temps normal, voilà, nous, on a le temps, quelques heures le week-end à y consacrer, mais pas plus. Mais le reste du temps, voilà, votre serre, vous gardez un œil dessus, et surtout les données qu'on récolte, des algorithmes travaillent dessus pour vous donner les meilleures recommandations d'usage
sur les configurations possibles des serres pour optimiser votre récolte. Donc, on est en mesure de pouvoir vous envoyer des recommandations semaine après semaine pour que votre conduite de culture soit au top. Et ça, maintenant, avec l'expérience, on a pu récolter plus de 20 millions de points de données, donc il y a plus de 200 serres qui tournent. Donc c'est vrai que c'est une certaine expertise de notre part. Et même si malgré ça, on sent que vous avez du mal à prendre la main sur votre serre, nos agronomes seront aussi là en support pour vous guider à distance. Vous pouvez les appeler, ils sont disponibles. Et on va vous guider vers le meilleur pour le végétal. Et on a une certaine expertise, une certaine expérience pour ça. Donc, Baptiste a cité tout à l'heure les webinars, donc des conférences en ligne, un peu comme sur ce même format qu'on a aujourd'hui avec vous. On pourra vous inviter d'ailleurs à la prochaine conférence en ligne dans une semaine, si je ne me trompe pas, c'est lundi prochain, où toute la communauté se met sur ce même outil, ce outil Teams, et vient profiter des sujets de saison. Donc là, on va être sur les sujets de saison qui vont bien, sur nos différentes expérimentations qu'on mène ici, sur l'optimisation de plans de culture, nos dernières évolutions et nos dernières recommandations. Et c'est un échange très intéressant qu'on a en direct avec toute la communauté qui, comme vous, aujourd'hui, nous pose des questions et puis nous, on vient réagir pour les aider. Aussi à aborder tous les sujets de saison. Donc en ce moment, c'est vraiment la bascule de saison, on passe sur les légumes d'été, et il y a certaines choses à remettre en place, donc bien veiller à ce que les lutins automatiques qui ont été dévissés en hiver soient remis, parce que ça peut remonter assez vite en température, veiller à ce que les toiles d'ombrage, surtout quand il fait un peu chaud, sont bien déployées, et que les carreaux ont bien été nettoyés à l'hiver pour avoir une bonne pénétration de la lumière. On refait le point de tous les sujets qui sont déjà commentés et documentés, mais ça permet de garder un contact avec la communauté qui vient tous les mois et demi en ligne, nous rejoindre sur les sujets de saison, et puis on en profite pour prendre des nouvelles. Et c'est toujours chouette de voir ce que nos amis, ce que les pionniers sont capables de faire aujourd'hui en termes de plats, de recettes, parfois de mise en valeur de la serre dans des environnements urbains ou périurbains très audacieux. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui, c'est notre plus grande fierté sur les réseaux sociaux, où on a des témoignages, des photos, des vidéos vraiment très chouettes de tout ce contenu, de toutes ces histoires, de tout ce quotidien qu'on a pu transformer avec ces personnes extrêmement bienveillantes qui évoluent aussi avec nous. Oui. Michael, pardon. En fait, il y a 3 questions encore. Alors, je te les donne. Alors, est-ce qu'on peut cultiver ses propres graines? Oui. Et une question par rapport aux moustiques. Est-ce que le brassage de l'eau doit permettre de ne pas transformer la serre en incubateur à moustiques? Et la troisième, c'est est-ce que tous ces services sont à un coût, un abonnement mensuel en plus? Alors, pour ce qui est des graines, oui, on peut utiliser ses propres graines. Donc, nous, on vous fournit des graines de haute qualité, de qualité de maraîchage bio professionnel, donc avec un haut taux de germination, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et des valeurs nutritionnelles largement au-dessus de la moyenne. Rien ne vous empêche d'utiliser vos propres graines et de vous faire une idée après une saison de culture. Beaucoup de pionniers sont passés par là, donc vous êtes avec le bon outil pour tester tout ça. Et la deuxième question, c'était sur les moustiques. Sur les moustiques. Alors les moustiques, c'est intéressant parce qu'il y a quand même de la biodiversité qui s'installe dans la serre. Alors c'est vrai qu'au début, il n'y a pas grand-chose, hein, donc le premier nuisible qui prend toute la place, il va se développer à vitesse grand V, mais au fur et à mesure, quand on les a peut-être pas vus, vous avez des toiles d'araignée un peu partout qui se mettent dans la serre, et l'équilibre s'instaure entre le moustique et l'araignée. Bon, l'araignée, elle va pas gêner la culture, par contre, elle va bien emmerder les moustiques. Et si ça devient vraiment gênant, on a aussi des plaques engluées qui permettent de connaître quel type de moustique vous avez et puis simplement les capturer à ce moment-là. Et enfin, sur la question des services, est-ce qu'il y a un abonnement mensuel en plus du coût de la serre? Donc, je te laisse répondre. Alors, il n'est pas mensuel, il est annuel et concerne justement l'accès à toutes les plateformes qu'on a citées, donc le wiki, l'application qui récolte toutes les informations liées à votre serre et qui vous met à disposition le plan de culture, et aussi cette petite collaboration, un Teams sur lequel là actuellement on est connecté, et c'est quelque chose comme 29 € par an. Voilà, pour l'aspect connectivité et tout la partie plateforme digitale que j'ai citée. Michael, tu peux peut-être rapidement nous présenter la spiruline qui est derrière toi? Alors, je n'ai pas parlé des sujets qu'on explore en ce moment. Donc, il y a le sujet du végétal. Bon, c'est déjà extrêmement intéressant de s'alimenter correctement avec des fruits et légumes ultra frais et sans pesticides. Hein. Je pense que je le dis peut-être pas assez. Mais on s'intéresse aussi au sujet des micro-pousses
à très haute valeur ajoutée, extrêmement nutritive aussi. Donc dans ces petites cloches, ici, on est en mesure de pouvoir produire des micro-pousses qui sont là, si je ne me trompe pas, les micro-pousses de brocoli. On est aussi sur du fenugrec et sur du tournesol. Donc voilà, l'espace de la serre, il est vraiment adéquat pour pouvoir encore cultiver quelque chose comme plus d'une centaine de kilos de micro-pousses par an. Ça pousse vraiment très bien et c'est extrêmement intéressant à mélanger en salade. Donc en ce moment, on s'éclate avec ça. Donc ça vient occuper les interstices entre les tours de culture et les poissons. Ça leur apporte un peu d'ombre. C'est à multiples usages. Donc là, on a aussi des petits plants qui sont en train de se préparer pour la suite de la conduite de culture. Et donc la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'aspect protéine aussi d'origine végétale nous intéresse. Et la spiruline est une microalgue. Une microalgue, c'est de la phycocine. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est une microalgue extrêmement nutritive qui contient beaucoup de protéines, de vitamines et d'acides aminés. Donc, on vient faire de la culture d'algues qui va croître de 20% par jour. Une fois qu'elle est suffisamment dense, on va la récolter avec un petit tamis et ensuite la déguster ultra fraîche, généralement mélangée avec un peu de miel ou en paillettes une fois qu'on l'a fait sécher. Et on peut se faire des cures de spiruline directement depuis sa serre ou ce module de microalgues est là pour vous fournir entre 6 et 8 kilos de production de spiruline ultra fraîche. Alors la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à plutôt haute valeur ajoutée, c'est plutôt cher aussi. Je crois que c'est entre 150 et 250 euros le kilo. Et là, vous avez l'aspect, comme pour les végétaux, hein, l'aspect traçabilité de A à Z. Donc, on vous fournit les souches de spiruline qui vont croître et tout le matériel nécessaire à leur croissance. Et une fois que ça c'est en route, voilà, vous continuez à récolter votre spiruline. Elle continue à se développer avec la lumière. Elle a besoin de CO2 et de lumière principalement et de quelques sels nutritifs. Et vous allez produire votre spiruline pour votre propre consommation. Donc l'effet est détonnant hein, si vous comparez à des spirulines que vous avez pu consommer parfois dans les magasins bio. Il reste plus grand chose de la spiruline à la fin. Ici, elle est ultra fraîche et les propriétés sont vraiment décuplées. Hein. Pour tester ça moi-même, c'est assez surprenant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous demander. On peut vous envoyer quelques échantillons de spiruline. Si vous êtes des habitués, ça peut être des sportifs, ça peut être des personnes qui cherchent à avoir un complément alimentaire de protéines d'origine végétale. La spiruline figure parmi les choix les plus pertinents pour ça. Et aujourd'hui, voilà, en développement, donc on a maintenant les kits micro-pousses et le module spiruline. Donc c'est ce qu'on a voilà, dans les cartons là, pour les prochains mois, ce qui sera déployé dès que possible, dès la fin du confinement, chez déjà les pionniers qui l'ont commandé. Tout à fait. Donc, je reviens juste sur ce qu'a expliqué Mickaël. Effectivement, aujourd'hui, on est à 250 € le kilo pour la spiruline sèche qu'on peut aujourd'hui acheter en magasin. Là, vous avez la possibilité, effectivement, non seulement de la consommer sèche, mais aussi fraîche. Et vous pouvez à peu près cultiver 6 kilos par an. Alors, nous avons d'autres questions. Y a-t-il un service après-vente, surtout pour l'électronique? Oui, il y a un service après-vente pour l'électronique. Il y a un support déjà, on va dire, prononcé pour la prise en main de tous les outils. Et pour ce qui est de l'électronique et du reste, naturellement, c'est les garanties dites légales déjà de support, hein, qui est 2 ans. Voilà, je crois que c'est une obligation européenne. Et nous, surtout, alors pour élargir un peu le sujet, on est amené à pouvoir vous fournir une expérience et un support dans le long terme. C'est-à-dire que là, voilà, il y a l'aspect obsolescence de chacun des composants d'une serre ou de chacun des sous-composants, on va dire, qui composent et l'électronique et même toute autre partie de la serre. Nous, notre travail en tant que fournisseur de solutions, on n'est pas que ça, mais on est aussi ça, c'est de vous permettre de pouvoir toujours avoir une expérience qui est au top. Malgré les soucis qu'on peut avoir dans la logistique, en Chine ou ailleurs, c'est à nous d'être innovants, inventifs et ingénieux pour pouvoir vous amener cette expérience et que tout cet aspect logistique, électronique et autres soit complètement transparent. Voilà, que vous soyez concentré sur votre usage, que nous, on soit là en support proactif pour vous amener cette meilleure expérience, mais que dans le long terme
et quand je parle de long terme, c'est pas 5-6 ans, c'est plus 10-20, on soit toujours là à supporter ces solutions et d'apporter les choix les meilleurs et les plus durables. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre startup il y a 4 ans, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on est capable de poursuivre cette mission avec de nouveaux moyens, avoir accès à de nouveaux fournisseurs qui sont toujours plus fiables et plus pertinents d'un point de vue technique, fiabilité aussi écologique, puisque l'aspect, on va dire, logistique a un impact direct sur les émissions de CO2 qui proviennent de la conception de la serre. Et ça aussi, c'est dans notre cahier des charges, on cherche à le minimiser. Et justement, la partie électronique joue beaucoup. Donc on a pu, grâce aujourd'hui à la confiance de nos pionniers, trouver des bureaux d'études et des industriels qui ont cherché, enfin qui ont réussi même à amener tout ça, de la fiabilité, un bilan carbone moindre et surtout du support dans le long terme sur la partie électronique. Alors, je n'ai pas montré le boîtier de puissance qu'on a ici, donc parlons de nos amis alsaciens de Turmelec qui ont repris qui ont repris le chemin du travail au début avril après le confinement. Voilà, on est sur des technologies qui ont été proposées par des industriels et qui ont déjà montré leur fiabilité dans des contextes qui sont bien plus agressifs que la serre, voilà, qui est déjà assez intéressant d'exploiter. Donc un terrain qui est humide, chaud et où il y a des éclaboussures, etc. Des industriels connaissent ces environnements un peu particuliers et nous accompagnent dans la durée pour fournir ce service, pour fournir vraiment tous ces équipements et surtout des états de service impeccables après plusieurs années. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense. Prochaine question. Quelle est l'énergie? Y a-t-il des panneaux solaires? Alors moi, je n'ai pas encore les panneaux solaires. Hein. Je crois que je vais les mettre avec un seuil comme ça maintenant dans le Grand Est, ça peut être pas mal. Alors oui, on propose des panneaux solaires en option. Alors l'énergie au global de la serre, entre la pompe, l'extracteur d'air, les capteurs, vous en avez pour 80 watts, si je ne me trompe pas, 70-80 watts pour la serre Family. Et ça peut être complètement couvert par les panneaux solaires qu'on propose. Donc 4 panneaux solaires semi-transparents qui viennent recouvrir le besoin en électricité de la serre, qu'on peut proposer aussi connecté au réseau. Et le panneau solaire vient exploiter l'énergie solaire quand elle est disponible. Et s'il y a vraiment un hiver terrible où vous n'avez pas de lumière pendant 5-6 jours, vous avez quand même la possibilité, en plus des batteries, d'aller chercher de l'énergie au secteur. Mais au moins, même en cas de coupure, ou en cas de coupure non prévue du réseau électrique, il y aura toujours les batteries qui seront là pour assurer l'oxygénation de l'eau, le fait que l'eau circule et le fonctionnement des pompes, ce qui est indispensable quand même à la survie des poissons et du végétal. Et c'est pour ça que les panneaux solaires sont fortement appréciés, parce qu'ils permettent d'avoir aussi cette souplesse. Pour les micro-pousses, proposez-vous là aussi des bacs et si oui, quel en est le coût? Merci. Alors, on est encore ici dans de la recherche et développement. Donc, c'est quelque chose qui va apparaître dans plusieurs mois. Donc, il faut compter sur nous pour réussir à vous proposer quelque chose qui est pertinent d'un point de vue économique et écologique. Et s'il n'y avait pas eu le confinement, bon, je pense j'aurais des réponses un peu plus précises. Mais là, ça a été un peu ralenti. En tout cas, vu qu'on a testé ça avec succès et qu'on a envoyé quelques échantillons au laboratoire il y a quelques jours, on vous fera savoir ce qu'il en est le plus tôt possible. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le confinement et c'est un peu compliqué. On a envoyé les stagiaires chez elles. On va Nous avons aussi quelques jolis commentaires. Bravo pour la spiruline, super la spiruline. Bravo aussi pour votre conscience RSE. Merci. Mesdames, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, moi j'ai une question sur la City. Classiquement, dans cette serre, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme équipement en termes de tours, de bacs, etc. Parce que là, vous nous présentez une serre assez grande où il y a effectivement beaucoup de tours, un grand bac à poissons, enfin, etc. Dans une serre plus petite comme la City, qu'est-ce qu'on y met en général? Alors, sur la City, vous avez un bassin unique avec 300 litres d'eau dans lequel vous allez pouvoir, sur les parois, aller entre 11 et 16 tours de culture verticale, si je ne me trompe pas. 15, et vous allez 11 et 15. 15, pardon. 15.
et avoir ces bacs de permaculture que vous avez ici, mais en mode petit. Donc ils sont deux fois moins larges. Et donc on vous aura peut-être des photos, des vidéos de la proposition City Signature qui est équipée aussi avec la serre en couleur, donc jusqu'à 16 tours de culture, un bassin de 300 litres avec les poissons et le plancher aussi comme vous l'avez ici. Okay. On a effectivement 2 bacs de perma maximum en version S, donc les petits formats dans la serre City, au vu de la taille de la serre, mais vous pouvez parfaitement aussi en mettre à l'extérieur de la serre. Ok, d'accord. Nous avons également une question. Quel est le coût du bac pour la spiruline? Alors, je n'ai pas ça en tête. Ouais, du coup, je vais répondre. Donc, le coût du module spiruline, c'est 1 800 € TTC. Et au niveau de l'espace, ça prend exactement la place d'un bac de perma dans la serre famille. Et si je ne me trompe pas, le calcul du retour sur investissement, il est inférieur à 2 ans, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près 2 à 3 ans, oui. En Ok. fonction de combien de personnes vous êtes, oui, exactement. Très bien. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Le lombricompostage a-t-il été envisagé? Oui, mais pas dans la serre, parce qu'il fait généralement un peu trop chaud pour un lombricompost. Lombricompost, c'est plutôt à l'ombre et au frais. Mais oui, bah, nous, globalement, quand les déchets alimentaires, on ne le donne pas aux poules, bon, il nous arrive de les composter. Sur le même sujet, les gouttières sont légèrement en pente. Vous pouvez donc parfaitement mettre un récupérateur d'eau de pluie à l'arrière de la serre. Et d'ailleurs, l'eau de pluie, c'est ce qu'il y a de mieux pour les bacs. Avez-vous d'autres questions? Si, moi, je peux... Allez-y. Vincent, oui, allez-y. Oui, mais j'avais une question de l'amortissement, par exemple, pour une serre City. Honnêtement, quelle est la durée d'amortissement que vous pouvez constater? Alors pour la City, il faudrait voir les options. On sait que vous êtes sur une proposition qui va réussir à sortir quelque chose comme 90-100 kg par an, ce qui est pas mal. Bon, ça dépend aussi de ce que vous faites dedans. Par contre, là où on a vraiment étudié de manière plus prononcée le retour sur investissement, c'est sur la Family, qui au mètre carré, forcément, elle est un peu plus intéressante et qui nous amène à des retours sur investissement en termes de production, avec tout inclus, hein, consommables, électricité, nourriture pour poissons et autres, graines, à des retours sur investissement entre 5 et 6 ans. Donc production incluse et tout type de dépenses tierces aussi incluses dans ce calcul. Ok, merci. Oui. Vincent, je crois que vous aviez encore une question. Non, merci beaucoup. Vraiment, c'est complet. Voilà. Très bien. Alors, nous avons encore une question. Merci beaucoup et bravo. Pouvez-vous nous envoyer par mail les documents pour les autorisations? Oui, bien sûr, nous vous enverrons tout ce qu'il vous faut. Donc, de toute façon, je vous invite chacun à vous rapprocher du commercial avec qui vous êtes en contact pour lui demander tous les éléments dont vous souhaitez, donc vidéo, autorisation, lien, voilà, tout ce qu'il vous faut. Merci. Parfait. Eh bien, écoutez, si Bon, vous n'avez plus de questions. Oui, Merci. 19h15. Voilà. On a fait une petite 1h15 ensemble. Donc, on espère tous vous compter bientôt parmi notre communauté. Donc, on se dit peut-être à bientôt. Merci beaucoup En tout cas, et bonne Merci. soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, Au bonne revoir. soirée.